Je me remets de l'épuisement de la semaine dernière au South by Southwest. J'ai une petite toux dont j'essaye de me débarrasser et je risque de tousser ici, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le Covid, j'ai été testé. J'ai reçu 3 doses de vaccin, mais j'ai besoin de boire de l'eau chaude toutes les 2 minutes environ. Donc je vous préviens juste. J'en ai besoin. Bon, salut, je m'appelle Marco. C'est moi, je dirige une entreprise qui s'appelle Drop Party, et bien je suis toujours sur la pente ascendante. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des drops à l'intersection du fandom et de la culture. Donc là où il y a une grande base de fans très enthousiastes à propos de quelque chose et qu'il y a un moment culturel qui rassemble vraiment un public autour de ça, c'est là que nous intervenons. Maintenant, je vais tout vous expliquer et vous raconter toute l'histoire, mais je vais d'abord vous parler un peu de moi, en gros. Je suis né à Vancouver, en Colombie-Britannique. J'ai déménagé à Los Angeles à 18 ans. Je me suis marié à 25 ans. J'ai déménagé à Austin, Texas, pour travailler chez Expedia, puis à New York, où j'ai travaillé en DTC avant de créer Drop Party il y a 2 ans. J'ai vraiment un parcours assez riche, et en fait, je n'avais probablement pas prévu d'en dire autant, jusqu'à ce que je commence à voir les intervenants ici aujourd'hui. Et je pense qu'il est important d'avoir un peu de cet aspect personnel, de ce qui vous rend unique et vous aide à poursuivre vos objectifs et à relever les défis auxquels vous faites face. Et je pense que sans partager une partie significative de mon histoire, il nous manquera un peu de ce petit plus que je pense que nous recherchons tous ici. C'est l'intersection entre qui vous êtes, ce que vous poursuivez, ce dans quoi vous êtes bon, l'ikigai, l'idée en somme. J'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les expériences comptent. J'ai déjà partagé une partie de la mienne, et je vais continuer à le faire. Mais nous sommes tous ici parce que nous voulons nous retrouver en vrai. L'expérience d'être ici est unique. Cela aurait pu n'être qu'une publication LinkedIn d'Aaron Watson. C'est sympa, ça aurait pu être un podcast exceptionnel, ou une conférence comme celle-ci, où l'on se retrouve en vrai. Ou bien ça peut être un spectacle où Kanye West et Kid Cudi sont dans une boîte suspendue au plafond. Tu vas à cet événement exprès, n'est-ce pas ? Tu n'y vas pas, regarder ça sur YouTube est moins excitant. Cette image n'est pas aussi prenante que d'être parmi ces personnes. Donc on veut vivre l'expérience. C'est la raison pour laquelle on fait la queue pendant des heures et des heures sous le soleil à Orlando pour voir un personnage qu'on a vu quand on avait 4 ans dans Le Roi Lion faire quelque chose dans l'attraction. Donc, combien penses-tu qu'il faut payer pour venir ici ? C'est genre $200 juste pour entrer, plus ton vol de Pittsburgh à Orlando, plus tu restes dans un hôtel Disney, non ? Non ? D'accord. Et maintenant, tu achètes une cuisse de dinde à $18 et tu payes $60 pour le Fast Pass. Et pourquoi on fait tout ça ? C'est parce que les expériences comptent. Elles comptent pour nous. Elles définissent qui nous sommes. C'est aussi la raison pour laquelle on prend l'avion pour New York et on se promène dans le quartier le plus fréquenté et le plus touché par le Covid au monde. Pour que des gens toussent sur nous et que nous puissions vivre ce beau moment, certes surstimulant. Je vis le meilleur moment de ma vie, dont je me souviendrai, car cette expérience compte. Et je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'on préfère les expériences aux produits, aux biens matériels, à tout le reste. En fait, à presque tout. Ce sont les expériences dont on se souvient, non ? Nous savons aussi qu'une vie sans expérience, c'est mauvais, parce qu'on se souvient tous de cela. C'était en avril 2020, un mois après l'arrivée du Covid. Et qu'est-ce qui s'est passé à New York juste après ? Où est-ce que tout le monde est allé ? Pittsburgh, Austin, Miami, Barcelone, quelques îles. Nous sommes tous partis. On s'est dit, j'en ai fini avec New York. Car ce qui la rendait excitante, c'était juste d'y être, non ? Personne n'aime vivre dans une boîte à chaussures de 400 pieds carrés à $3000 par mois. Voilà pourquoi tout le monde est toujours dehors. Donc sans les expériences qu'offrent les restaurants, Broadway et Times Square, on n'a plus envie d'y être. Donc je vais parler de l'économie de l'expérience. Il y a un livre qui s'appelle L'économie de l'expérience, et je ne me souviens plus de l'auteur en ce moment, mais c'est un livre incroyable. Et je veux un peu approfondir ce que cela signifie réellement. Parce qu'on a entendu parler de l'économie des créateurs, n'est-ce pas ?
On m'a entendu parler de l'économie des petits boulots, n'est-ce pas? Uber, DoorDash, TaskRabbit, etc. On a entendu parler de l'économie du sommeil, comme Casper. Je ne sais pas pourquoi, mais ça existe. Mais l'économie de l'expérience, c'est quelque chose qui compte pour nous, personnellement. Donc, je vais expliquer ce qu'est la structure des expériences ou comment on arrive précisément aux expériences. Donc, on a commencé avec les matières premières. Et vous savez, nous étions tous des peuples nomades il y a 20 000 ans. Et il y a environ 15 000 ans, nous avons décidé que nous devrions tous nous installer, cultiver la terre et produire des matières premières. Donc les matières premières sont des choses que nous extrayons du monde naturel, des ressources, n'est-ce pas? Donc des fruits, des métaux, peu importe, n'est-ce pas? Elles sont très peu coûteuses. J'utiliserai le café comme analogie tout au long de cette explication pour être clair. Un grain de café coûte moins d'1 centime, voire une poignée vaut 1 centime. Ensuite, nous avons commencé à extraire ces matières premières et à les transformer en un produit que les gens pouvaient acheter et utiliser presque immédiatement. Dans l'exemple du café, vous torréfiez les grains et obtenez un mélange torréfié d'Éthiopie ou autre, n'est-ce pas? Et puis, dans le monde des biens, vous obtenez aussi des écrous, des boulons, des vis et toutes sortes de choses que les gens peuvent utiliser. Mais cela a créé beaucoup de richesses. Les gens qui avaient accumulé cette richesse ne voulaient pas construire eux-mêmes leur propre véranda, ils voulaient que quelqu'un le fasse pour eux. Ainsi est née l'économie de service. Et ce sont des personnes qui vont construire votre maison pour vous, ou des personnes qui vous conduisent dans New York en taxi. C'est un service pour vous. J'ai l'argent que j'ai gagné en fabriquant des biens, et maintenant les services existent. Dans l'exemple du café, c'est la différence entre préparer ma propre tasse de café ou aller chez 7-Eleven et la verser moi-même pour 50 centimes, n'est-ce pas? Donc on est passé d'un grain de café brut à un grain de café torréfié, puis à une tasse de café servie, et cela est passé de moins d'1 centime à 1 centime par grain, puis à 50 centimes la tasse. C'est juste pour que tu comprennes, c'est un saut exponentiel dans la somme que tu es prêt à payer pour, en réalité, la même chose de base. Et ensuite, on passe à l'économie de l'expérience. Donc maintenant, l'expérience du café, je pense qu'on connaît tous. Un exemple très courant, c'est Starbucks, non? Maintenant, c'est l'expérience que tu payes. Ça ne veut pas dire que c'est forcément meilleur. Si tu parles de Disneyland, tu fais la queue, est-ce que c'est une meilleure expérience que de simplement marcher jusqu'à l'attraction? Non, ce n'est pas le cas. Mais tu aimes être là, avec un millier de personnes qui veulent toutes vivre ça, et vous partagez tous un moment ensemble. C'est ça, l'expérience. Starbucks. Je vais raconter mon expérience chez Starbucks, certains s'en rappelleront, sauf s'ils y sont allés ce matin. J'entre, je commande sur mon téléphone. Parfois, avant d'arriver, je commande déjà en voyant un cake pop qui a l'air bonne. Oui, j'en prends une. Et puis je dis d'accord, je vais prendre un latte ou un frappuccino. Ce qui est déjà une expérience en soi, rien qu'avec le vocabulaire autour, non? C'est ça fait partie de l'expérience Starbucks. Maintenant je paye, et puis ils écrivent mon nom sur le gobelet et ils se trompent toujours sur mon nom. Je m'appelle Marco, mais on m'a déjà appelé Mitchell, Parker, Arthur. Qui sait, hein? Vous savez, ils ne vous entendent jamais, n'est-ce pas? Et puis, le temps que vous les regardiez préparer votre café, faire mousser le lait et tout le reste, ils ne vous apportent pas simplement votre café. Ils crient « Marco !» et ils le posent sur une étagère ici. Et là tu te dis « c'est moi ». Ou peut-être que c'est Arthur. Je ne sais pas. J'y vais donc et je dois chercher parmi 4 ou 5 tasses de café celle où mon nom est mal écrit, pour vérifier si c'est la bonne. Ce n'est pas génial, mais c'est une expérience. Et je paye 7,50 $ pour un grand thé glacé à New York, chez Starbucks. C'est ça, l'économie de l'expérience. Nous dépensons de plus en plus d'argent pour vivre des expériences dont nous nous souvenons, parce que ce sont elles qui définissent qui nous sommes. Ce sont ces choses qui marquent notre vie et les différents moments qui la composent. C'est ça, l'économie de l'expérience. Vous voyez que la plupart de nos activités actuelles sont des expériences. DoorDash est maintenant une expérience. Il y a l'économie des petits boulots avec DoorDash, mais il y a aussi l'expérience que je vis en le recevant. Je n'ai même pas besoin de quitter mon canapé. Je veux regarder un film et vais passer 30 minutes à en chercher un pendant la livraison du repas pour le voir avec ma femme. Tout cela fait partie de l'expérience que je crée. Je vais maintenant parler de mon expérience, car cela explique pourquoi j'ai eu certaines de ces choses. Je ne pense pas être le génie qui a tout compris, mais je pense que la façon dont j'y suis arrivé est intéressante.
Donc je suis né à Vancouver, en Colombie-Britannique. J'ai décidé que je voulais faire de la musique. Et je suis aussi américain, citoyen américain. Alors je me suis dit, je vais aller à Los Angeles parce que c'est ce que font les jeunes hommes afro-américains ambitieux qui veulent faire de la musique. Ils vont à Los Angeles, produisent, rappent, dansent, et font tout pour percer dans le show business, non? Tout le monde le fait. Kanye l'a fait aussi. Il est allé à Los Angeles. Si vous avez vu son documentaire Genius, tout le monde va à Los Angeles ou à New York. Je suis allé à Los Angeles. Et mon expérience là-bas a été... Je vais montrer ça. Et je n'en ai pas envie parce que c'est embarrassant. Mais c'est le genre de choses que je faisais. J'étais dans un clip vidéo et il y avait cette fille, Bella, et je faisais plein de trucs. C'est vraiment amusant. Mais je suis allé à Los Angeles pour faire carrière dans la musique. Et j'aime la musique. Et j'aime l'expérience musicale. Je veux dire, on a tous à l'adolescence mis des écouteurs, éteint la lumière et juste écouté un truc et pleuré, non? Ou souri, ou peu importe. La musique a défini beaucoup de nos expériences. La musique est une expérience et je voulais créer cette expérience pour les autres, tout en vivant moi-même cette expérience de création musicale. Et j'étais pas très bon à ça. Je joue de plusieurs instruments, assez bien pour composer, produire et tout ça, et je peux chanter un peu, tu vois, je peux faire le truc. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour être un musicien prolifique. Parce qu'être un musicien prolifique, ça veut dire sortir une chanson chaque jour à partir de rien. Savoir que ça va être mauvais, lâcher prise et le sortir. Et recommencer, puis recommencer, puis recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que tu trouves ton propre son. Voilà. Je suis pas ce genre de personne, je suis plutôt un profil produit. Je ne le savais pas en faisant de la musique, mais quelqu'un qui pense produit se dit « Je veux créer cette chanson et je vais la travailler jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. » Mais si je te montre une chanson que tu n'aimes pas, je te montre la même chanson plusieurs jours de suite. Mais ne t'inquiète pas, la grosse caisse, le tempo ou la mélodie changent un peu à chaque fois. Tu te dis « J'avais déjà pas aimé cette chanson la première fois, Marco, je ne veux pas le réentendre. » J'ai donc compris que ce n'était pas pour moi, ni pour un de mes amis, qui l'est maintenant. Un de mes amis, aujourd'hui mon cofondateur, écrit du code depuis qu'il a 11 ans. Et il m'a dit « Hey, tu devrais essayer l'ingénierie logicielle. » Puis il m'a dit « Je donne un cours. On va utiliser ce truc en ligne tout semestre. » Je l'ai fait en 3 jours. Et je me suis dit que je devrais probablement m'y lancer car ça semble mieux convenir à mon cerveau. Cette itération, cette capacité à créer des produits, c'est ce qui m'a amené au développement logiciel. J'ai maintenant obtenu mon diplôme en informatique. Au fait, on a parlé du fait que les expériences ne sont pas standardisées ou normales. Donc Jason parlait de prendre la voie la moins empruntée. À 18 ans, je ne suis pas allé à l'école. Je précise. Ma mère a une licence de Stanford et un master d'Oxford. Elle parle 10 langues. Mon père est ostéopathe, chiropracteur et acupuncteur, et il a appris l'acupuncture auprès des Chinois quand nous avons déménagé là-bas en 1993. J'avais 3 ans. Voilà, mes parents, parmi les personnes les plus instruites que je connaisse, et moi j'ai juste dit « je ne veux pas aller à l'école, je vais faire de la musique ». Je suis retourné à l'école à 21 ou 22 ans, j'ai dit « je ne fais plus la fête, je veux mon diplôme ». J'ai obtenu ma licence d'informatique en 2 ans et demi. En gros, c'est la chose la plus intense que je puisse imaginer. C'est 22 unités par semestre, en plus de suivre des cours d'été et d'hiver. J'ai fait tout ça tout en faisant un stage chez Boston Scientific. Boston Scientific est une entreprise biomédicale. C'est une entreprise très grande et prospère, mais extrêmement ennuyeuse pour un stagiaire. Mais je l'ai fait, ça allait. Entre-temps, avec mon ami qui m'a conseillé d'apprendre à coder, nous avons créé quelques produits. L'un s'appelait Overcars. C'était comme une extension pour votre navigateur Chrome qui vous permettait de survoler un lien. Et ça affichait la vidéo et tous les commentaires. Vous n'aviez jamais besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Tout était là pour vous. Nous avons créé un outil appelé Instant Logo Search. Donc si vous aviez besoin de trouver un logo pour construire la page d'accueil de votre startup, vous pouviez le trouver très facilement. Nous avons rassemblé tous ces dépôts et je dis beaucoup de choses que les gens ne comprennent probablement pas et ce n'est pas grave. C'était très amusant et ça ne rapportait pas d'argent. Je me suis dit que je voulais être entrepreneur, puis j'ai travaillé chez Capital One, comme indiqué ci-dessous. Capital One, mon oncle par alliance actuel. Je l'ai rencontré grâce à ma copine de l'époque et il m'a dit « Écoute, tu as l'air intelligent. Tu veux venir travailler dans mon équipe de design ?»
Nous construisons un produit qui va changer la banque. Des cartes de crédit vraiment sexy et plein de trucs cool. Et on va créer un jeu vidéo pour gamifier l'épargne et l'investissement. Donc, ouais, je suis partant. J'ai donc fait ça pendant 1 an. Et j'ai travaillé sous la direction d'un chef de produit. Un chef de produit, c'est la personne qui t'explique comment tu apportes de la valeur au client, quelle expérience il va avoir. Et je n'aimais pas cette personne. Il était correct, mais il n'était pas très bon dans son travail. Selon mon avis naïf et un peu égoïste, à 24 ou 25 ans ou peu importe, je me disais « Bon, je sais mieux que lui ». Je vais devenir chef de produit, donc je suis passé à la product management. Je sais que je ne l'ai pas dit, mais j'espère que c'est ce que je transmets. De la musique jusqu'à aujourd'hui, et au fur et à mesure que j'avance, il s'agissait de me rapprocher de la création d'expériences pour les gens. Je savais adorer les expériences musicales et pouvoir créer des expériences grâce à l'ingénierie logicielle, même sans en être conscient. Maintenant, dans le domaine du produit, j'ai la possibilité de définir le produit pour un consommateur, pour quelqu'un qui va utiliser cette chose tous les jours. J'ai donc été recruté chez Expedia, j'ai déménagé à Austin et travaillé dans une équipe produit, où j'étais le plus bas dans la hiérarchie. Je connaissais le PDG, j'ai donc voyagé avec lui, c'était très amusant. Mais il y avait aussi beaucoup de bureaucratie et de politique, ce qui n'était pas amusant. Donc 2 ans plus tard, j'ai quitté ce travail, et c'est là qu'Aaron Watson est intervenu. J'ai fait une mission en freelance avec un type qui avait une application de podcast et qui avait besoin d'aide, mais ça n'a pas marché. J'avais beaucoup d'opinions et je venais de quitter un emploi où je n'avais pas le droit d'en avoir. J'étais censé faire le travail. Alors maintenant, je voulais donner mon avis, dit-il. Je n'aime pas ça non plus. On a vite arrêté de travailler ensemble, puis j'ai commencé à écrire des fils sur Twitter, issus d'un parcours en musique, ingénierie logicielle et gestion de produits. En regardant l'univers de la vente directe aux consommateurs, donc Away, Warby Parker, Sweetgreen, toutes ces marques, toutes ces nouvelles marques qui émergent, j'ai pensé que tout le monde savait créer une marque. Mais il y a des choses assez fondamentales à propos d'Internet que j'ai apprises, et je pense qu'elles devraient être exprimées pour que ces produits puissent être meilleurs. Écrire ces fils sur Twitter m'a permis de me constituer un petit public. Grâce à ça, j'ai rencontré Aaron Watson, de nombreuses personnes, et obtenu plusieurs contrats intéressants, ce qui m'a mené ici. Dans le marketing DTC, et ce travail de consultant m'a permis d'obtenir un poste de responsable marketing au sein d'une plateforme e-commerce, ce qui était passionnant. C'était vraiment génial. Mais ça a un peu implosé de façon spectaculaire, comme le font souvent les startups. Des problèmes entre les fondateurs et des gens qui avaient leurs propres soucis de contrôle et tout ça. Et tout s'est effondré. Et c'est pas grave. Mais après ça, je me suis dit que je ne voulais plus faire de marketing direct auprès des consommateurs. Et grâce à ce travail, j'ai beaucoup été en contact avec des célébrités, enfin pas directement avec les célébrités, mais avec leurs agents, leurs managers, etc. Et ça m'a amené vers le merchandising de célébrités. Donc juste après ça, j'ai commencé à travailler avec la société de Will Smith. Et j'espère que Will Smith n'est pas dans le public en ce moment. Mais j'ai commencé à travailler avec lui et son équipe et à faire du merchandising pour Bad Boys, le film Bad Boys for Life qui est sorti, et la boutique de la réunion des 30 ans du Prince de Bel-Air. En fait, étrangement, parfois le monde fonctionne de façon magique, comme si on croit en quelque chose qui nous dépasse. Je pense que vous avez probablement déjà vécu ça d'une certaine manière, et sinon, vous voyez sûrement quand même les correspondances dans l'univers, d'une façon ou d'une autre. Cette réunion des 30 ans a eu lieu le jour de mon 30e anniversaire, ce qui signifie que le premier épisode du Prince de Bel-Air a été diffusé le jour de ma naissance, puis à mon 30e anniversaire. J'ai pu lancer cette boutique, créer ses produits, prendre ses photos et tout mettre en place. C'était vraiment amusant, c'est vraiment improbable. J'ai aussi collaboré avec Patrick Mahomes et son équipe, ainsi qu'avec les produits dérivés de Mahomes. Ils voulaient marquer la nouvelle saison, après avoir remporté le Super Bowl, et on a fait plein de choses, c'était génial. Et j'ai toutes ces connexions. Mais c'était jamais vraiment pour servir leurs fans, ce qui est un peu le but, non ? Genre, tu veux pas acheter des produits qui servent ton public ? C'est ça qui est excitant avec les produits dérivés pour les célébrités. Parce que, et je pense au fait de devoir vendre des trucs via le marketing DTC et de construire l'expérience et tout ça,
Les célébrités ont déjà un public qui les adore et une image de marque bien établie. Ils ont, vous savez, potentiellement des millions de téléspectateurs chaque semaine à la télévision. Je pensais que ce serait facile. Mais nous vendions ces produits, et les incitations sont étranges. Il ne s'agit pas de servir les fans qui les achètent, mais de satisfaire les célébrités et leurs égos. Maintenant, je vais vous donner un aperçu des mécanismes en jeu et de ce qui les rend si étranges. Les produits dérivés représenteront rarement plus de 5% du chiffre d'affaires annuel. Pour n'importe quelle célébrité, n'importe quelle émission de télévision, n'importe quel film, à moins que vous ne soyez Disney, parce qu'ils sont maîtres dans ce domaine, mais pour tous les autres, c'est vraiment, vraiment très peu. Ces marques de célébrités nous payaient beaucoup pour concevoir les produits dérivés, créer la boutique et aider à la commercialisation. Cela représentait parfois plus de 250 000 $. On achetait alors tout le stock et on se retrouvait avec ce stock sur les bras, en espérant qu'ils en fassent la promo. Ils publiaient un tweet, le mettaient en story Instagram, puis demandaient « Pourquoi ça ne s'est pas vendu ? On vient de perdre 200 000 $. On le comptera juste comme dépense marketing. » Et ça se répétait. Je me suis dit, si c'est une dépense marketing, faisons-en une activation marketing et créons une expérience qui récompense vraiment les gens et qui enthousiasme les fans. L'autre aspect, c'est que les produits que vous offrez à ces fans sont de très mauvaise qualité. Le but, en fait, c'est de fournir aux fans un excellent produit. Au final, les gens du business pensent « réduisons les coûts au maximum et augmentons le prix autant que possible ». C'est sur cette marge qu'on gagne de l'argent. Cet homme a signé un contrat de 500 millions de $, devenant le joueur de football le mieux payé de l'histoire, puis un autre de 100 millions avec Adidas. Pourquoi cet homme a-t-il besoin de créer sa propre petite boutique de sport en ligne ? Je ne sais pas pourquoi je la gère, et ça me fait un peu réfléchir aux gens que tu essayes de servir. Tu pourrais investir en eux via des produits ou expériences, mais tu leur retires de la valeur. Kanye West en est un autre exemple. Il apparaissait sur l'une des premières diapositives. Au moins, sa performance, c'était Kanye West. Si vous suivez sa musique depuis 2004 comme moi, il est communément appelé le Louis Vuitton Don. Cet homme vend des t-shirts à 90 $ à ses concerts, qu'il a fabriqués pour 4,50 $. Je le sais parce que j'ai déjà produit des t-shirts de cette qualité. Donc il fait une marge folle et il gagne 7 ou 8 millions de dollars en une seule soirée. Des gens qui vont au concert, mais qui en réalité n'y entrent jamais parce qu'ils restent dehors. Ils essaient d'acheter un t-shirt à 90 $, ce qui n'a absolument aucun sens. Je ne comprends pas. Ça me frustre. Je pensais que si les incitations consistent à extraire de la valeur et à donner aux célébrités l'impression d'avoir un produit à vendre, tout tourne autour de leur offrir de l'argent. Je me suis dit, pourquoi ne pas inverser la situation pour se concentrer sur le fait de servir les fans, en pensant à l'économie des fans et à l'expérience des fans. Donc, pour revenir sur ce point concernant les produits de mauvaise qualité, voici les produits dérivés de Travis Scott qu'il a sortis. Travis Scott est un rappeur, un grand rappeur. Voici les produits dérivés qu'il a lancés lors de son concert Fortnite. Maintenant, il s'agit d'une veste réfléchissante, d'accord ? C'est comme ça, juste ici. C'est censé être une veste réfléchissante 3M que tu portes pour avoir du style. Elle est camouflage, mais réfléchissante. Et voilà comment ils font des maquettes de ces trucs sur Photoshop, puis ils les envoient en Chine en disant « il nous en faut 1500 comme ça ». Maintenant, ça coûte des centaines de dollars. Je pense qu'elle coûtait environ 400 ou 600 $. Voilà ce qui arrivait par la poste. 6 mois plus tard. C'est vraiment décevant pour un fan qui a dépensé des centaines de dollars là-bas. Ariana Grande, par exemple, a conçu ses produits dérivés à gauche. Sur la photo la plus à gauche, voici le rendu de l'image. Ils ne l'ont jamais testé. Ils ne voient jamais le produit en personne pour vérifier s'il est beau. Et puis ça arrive sur un t-shirt par la poste. On dirait qu'elle fait du blackface. Il y en a un autre ici à droite qui était censé être comme un kit de tie and dye, et ces gens ont dit que quelqu'un avait mis une tache en forme de pénis sur son produit dérivé et a dit « voilà, ça fera 100 $. C'est vraiment choquant pour un fan. Encore un. On revient à celui de Travis Scott. Il a fait la collaboration avec McDonald's. Il a fait un partenariat avec eux. Nuggets de poulet. Ils ont dit « on va faire un coussin en forme de nugget de poulet. Ça va être génial. » C'est littéralement une photo d'un nugget de poulet. Et ils ont ajouté une étiquette McDonald's dessus. Genre, on va vendre ça. Et puis, 6 mois plus tard, tu reçois un de ces coussins carrés avec un imprimé McNugget dessus
qui ressemble à... Enfin, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait vu. Ouais. D'accord. Voilà, donc drop party qui arrive. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire 30 produits conçus alors que je sais que tu n'en vendras que 4. Et le reste, tu vas juste les garder en stock. Personne n'en veut vraiment. Et la qualité est tellement mauvaise, bien inférieure à ce que tu promets réellement. Ils savent que tu ne vas jamais tout vendre. Et ça reste juste là, dans un entrepôt. Donc Drop Party existe à l'intersection du fandom et de la culture. Nous proposons des lots, des cadeaux, des voyages, des expériences. Et ces belles boîtes avec des produits haut de gamme à l'intérieur, des goodies, des cartes cadeaux. Nous essayons d'investir dans cette base de fans autant que possible. Et pour nous, nous voulons simplement rentrer dans nos frais. Je n'ai pas besoin de gagner d'argent ici, car nous offrons une expérience incroyable aux fans, ce qui attire les marques à collaborer avec nous. Des marques qui veulent toucher ces publics, et elles nous paieront pour sponsoriser les cadeaux, sponsoriser les prix, offrir des cartes cadeaux. Alors imaginez que vous avez payé 100$ ou 150$ pour une boîte de produits, des produits incroyables, pour les finales NBA cette année. Vous avez acheté une boîte, vous avez payé 150$, on met environ 300$ de valeur dans cette boîte, sans marge, alors que le prix de vente au détail serait énorme. Je vous le propose au prix de production, vous ne payez que la fabrication. Et ensuite, on gagnera notre argent en tant qu'entreprise en travaillant avec des partenaires, des sponsors et des marques qui veulent établir une bonne relation avec ces publics en montrant qu'ils investissent auprès d'eux. Donc, l'expérience des fans compte. Nous en avons parlé. Voici un exemple de ce que nous avons fait à Art Basel en décembre. Nous avons travaillé avec un projet NFT. La crypto, c'est cool, vous savez. Et donc, sur l'une de ces boîtes, nous avions une boîte holographique. Vous pouviez acheter, il y avait des produits dérivés que nous avions modélisés en 3D et qui tournaient. Il y avait un code QR, vous pouviez le scanner, aller sur le site, puis acheter ce produit et participer à des tirages au sort et des concours. L'autre chose, c'est que tout le monde aime gagner, non ? En fait, je crois que je t'en parlais juste avant. Tout dans la culture du drop tourne autour de la défaite. C'est tellement paradoxal. Tu vas sur l'application Sneakers et tu te dis « Je veux ces baskets. Je les adore. » 99,9% des gens perdent immédiatement. D'abord, tu es arrivé 1 minute en retard. Désolé. Le drop a débuté à 10h. Il est 10h01. Désolé, c'est fini. Ou alors, tu participes. Et tout le monde a perdu. Ou, je veux dire, les autres façons évidentes de perdre, en fait, prenons un exemple. Si tu voulais aller dans un restaurant que tu adores vraiment et que tu y vas, par exemple un steakhouse, et tu arrives et ils te disent « Oui, on n'a plus de steak. » J'étais là. Vous êtes un steakhouse. Non, on n'a plus de steak. Tu peux revenir demain. Tu peux revenir demain. Désolé, il n'y a plus de steak car tu es arrivé en retard. Ce n'est pas une expérience où l'on se sent gagnant. Nous, en tant que personne, on aime gagner. Et on aime avoir ces choses-là. Donc on essaie de surinvestir en offrant des choses auxquelles les gens ne s'attendent même pas. Comment fait-on ? On ne fait pas la queue. On dit c'est ouvert de cette date à cette date, et si vous êtes au courant, vous pouvez acheter ce qu'on vend. Et ensuite, la seule chose qu'on limite, ce sont les lots, mais on en met autant que possible. Des voyages, des accès en coulisses, des PlayStation, je sais pas, tout ce qui pourrait intéresser ce public. On distribue ces lots, et tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de vous inscrire à la drop party. Vous n'avez même pas besoin de payer. Si vous payez, vous pouvez avoir beaucoup plus de participation. Vous pouvez acheter ces boîtes, et nous voulons que vous viviez ces expériences incroyables, sans file d'attente. Accessible à tous, comme je l'ai dit. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'avoir. Et de haute qualité. C'est en fait en arrière-plan, c'est une très courte vidéo en boucle de ce que nous avons fait avec la NASA l'année dernière lorsque le rover martien a atterri. Donc nous avons travaillé avec la NASA et l'une de leurs équipes de design pour créer des vêtements haut de gamme qui rivalisent avec des marques comme Supreme, Kiss, Emily Ondor ou toutes ces maisons de mode de Soho à New York. Nous utilisons les mêmes partenaires de production qu'eux. Nos designers internes, issus de la mode, expérimentés dans les matériaux, collaborent avec les concepteurs de produits dérivés pour créer ces articles. À l'intersection de le fandom et de la culture, l'engagement est maximal. Ils sont vraiment attentifs. J'attends la Coupe du Monde, le début des playoffs, je veux y être et acheter cela. Vendre via une célébrité, c'est un peu la solution de facilité. Oui, mais il n'y a pas vraiment d'effort à faire pour obtenir ce client. Et il n'y a rien d'autre que ça, c'est juste j'utilise ma notoriété pour te faire acheter un produit. Ce qu'on veut que tu fasses, c'est de venir, de partager,
de mettre ce produit et cette expérience entre les mains du plus grand nombre de fans possible. Costco. Maintenant, ce que je veux dire quand je parlais de ces boîtes, le point important ici, c'est que dans le commerce de détail ou la mode, on appelle les produits sur lesquels on ne gagne pas d'argent des produits d'appel. Et chez Costco, ils appellent ça un hot dog, n'est-ce pas ? C'est l'expérience qui compte quand tu vas chez Costco. Combien sont allés chez Costco sans jamais manger de hot dog ? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais mangé de hot dog chez Costco ? Oui, 1, 2 personnes. Merci. Voilà le four. Oui, tout le monde adore les hot dogs. Mais voilà le truc. Tu vas chez Costco en te disant « Ouais, je vais prendre un hot dog, mais je vais probablement aussi acheter une télé parce qu'elle coûte la moitié du prix habituel. » Ou quelque chose comme ça, non ? Costco sait que l'expérience compte, et ils en sont conscients. Ils créent donc des produits qui ne leur rapportent rien et leur font sûrement perdre de l'argent. Mais ils savent qu'ils vont se rattraper ailleurs en ayant le meilleur Net Promoter Score. Je sais pas si quelqu'un connaît, mais c'est le nombre de personnes recommandant votre produit ou marque à d'autres. Ils ont le score le plus élevé jamais atteint. Personne ne peut rivaliser. Probablement à cause de choses comme le hot dog. Probablement aussi à cause de votre adhésion à 50$ que vous payez. Si vous ne venez pas du tout chez Costco, ou pas assez selon leurs critères, ils vous remboursent simplement. Ils ne posent pas de questions. Désolé, vous avez payé 50$, mais vous n'êtes pas venu. Voici vos 50$. Cela montre qu'ils se soucient de leurs clients. Les marques veulent être visibles auprès des publics que nous servons chez Drop Party, et nous payent pour cela. Nous les aidons à faire la fête et à offrir une expérience hors du commun. Et vraiment, quand on parle de l'importance de ces expériences pour les fans, je veux être clair pour tout le monde ici, que vous commenciez votre carrière ou que vous soyez à n'importe quelle étape. Dans votre travail, peu importe ce que c'est. Les interactions que vous avez avec les gens en tête-à-tête dans votre travail, les interactions que vous avez dans votre vie personnelle, les interactions que vous essayez de créer avec vos clients, tout cela compte. Toutes ces expériences comptent, et c'est la somme de ces choses qui détermine la valeur de votre entreprise, de votre marque, à quel point les gens veulent interagir avec vous. Tout cela a de l'importance. On ne peut pas tout maîtriser dans les moindres détails, mais réfléchissez-y lors de vos présentations internes. Quelle expérience marquante pouvez-vous offrir pour qu'on se souvienne de vous ? Lorsque vous êtes... Je veux dire, lorsque vous essayez de vendre un produit à un consommateur. Montrer une publicité ne suffit pas. Que voulez-vous transmettre ? Quelle est l'histoire ? Quelle expérience voulez-vous créer ? Quelle est leur expérience avec vous ? Que retiendront-ils ? Donc c'est le seul défi que je vous lance ici. Réfléchissez à tous les points de contact que vous avez dans votre vie, avec les autres, avec votre famille, avec vos amis, avec vos consommateurs, avec vos clients, avec vos partenaires. Quelle expérience leur offrez-vous ? Toutes celles que vous avez vécues ont fait de vous ce que vous êtes. Et toutes les expériences que vous créez pour les autres vont contribuer à façonner qui ils sont et la façon dont ils perçoivent le monde qui les entoure. C'est tout. Merci, je vous remercie.